Bonjour à tous. On va démarrer donc le deuxième chapitre d'écosystème, enfin d'écologie plutôt. On a fait d'abord les écosystèmes et là bien sûr je vous avais donné la définition d'écosystème en disant que c'était des relations d'interaction entre la biocénose et le biotope. Et bien là maintenant on va voir les interactions de la biocénose, donc de toutes les communautés, ensemble d'espèces vivant dans un même milieu. On va énumérer toutes ces interactions. Pourquoi? Parce que le jour du bac vous aurez des documents où vous allez donc peut-être voir une ou deux interactions et on vous demandera de donner le nom et d'expliquer et de le confirmer par rapport aux documents que vous avez. Donc bien sûr, il faut les connaître tous pour les repérer facilement sur un document. Alors d'abord, deux mots de vocabulaire, intraspécifique et interspécifique que j'ai mis au début du cours. Intra, c'est donc les relations qu'il y a entre individus d'une même espèce. Par exemple, si vous semez des radis, les radis entre eux, c'est une relation intraspécifique. Par contre, interspécifique, ça va être du radis et vous allez planter par exemple un tournesol. Bien sûr, c'est deux espèces différentes, donc ça va être des relations interspécifiques. Alors le but de toutes ces interactions, ça sert à quoi? De savoir qu'il y a des P1, des C1, des C2, des C3 dans un écosystème et tout simplement à réguler la population. C'est tout bête à dire, hein, mais je l'ai mis en gras. Le but de toutes ces interactions, c'est bien sûr qu'il n'y ait pas de surpopulation dans n'importe quel niveau trophique. Alors, on va commencer par une des plus simples, mais aussi un petit peu compliquée, qui est la compétition. Alors, cette compétition, vous l'avez donc au niveau de votre poli, on va le voir tout à l'heure. Donc la compétition, elle est à 3 niveaux. Vous, vous combattez, pourquoi? Pour votre habitat, c'est-à-dire votre terrier, votre maison, etc., votre nid. La reproduction, donc vous allez vous battre pour avoir la plus belle femelle ou le plus beau mâle. Enfin, généralement, c'est plutôt la plus belle femelle. Et la nourriture, bien sûr, vous allez vous bagarrer parce que vous allez avoir compétition, parce que il va falloir manger, hein. Alors, quand c'est une plante, bien sûr, c'est pas pareil. Quand c'est une plante, elle va se bagarrer. Pourquoi? Pour avoir la lumière. Donc, elle va essayer de pousser la première, hein, pour monter et faire de l'ombre à l'autre. Elle va avoir besoin de température. Donc, elle va avoir besoin d'éléments minéraux. Donc, du coup, elle va avoir un système racinaire qui va piquer les éléments minéraux aux autres. Donc, une compétition. Aussi pour simplement avoir de la place pour mettre ses racines et fabriquer ses racines. Si par contre on est un animal, on va, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, donc se bagarrer, avoir une compétition pour le territoire, hein, donc deux renards sur un même territoire, il y en a un qui va partir sur l'autre colline parce qu'il n'y a pas la place pour deux. Pour l'eau, hein, ça c'est aussi une compétition, le terrier, le nid, hein, pour un oiseau, la nourriture tout simplement, s'il n'y a pas assez de petites musaraignes, s'il n'y a pas assez de baies ou de fruits, il va y avoir bagarre et compétition entre les animaux. Alors je vous ai donc mis deux grandes compétitions. La compétition intraspécifique, qui est donc une concurrence au sein d'une même espèce. Par exemple, je vous ai mis un semis trop serré ici, donc on va avoir une compétition au niveau de la nourriture. Une femelle pour son territoire, là c'est une compétition pour la reproduction. Je vous ai mis aussi l'exemple du criquet qui vit en solitaire et que dès qu'il est en surpopulation passe en grégaire et à ce moment-là dévaste les récoltes, hein. Voilà un exemple de compétition intraspécifique. Et ensuite, je vous ai mis la compétition interspécifique. Donc deux cas, une compétition d'exploitation, c'est-à-dire que bon, il y a de la nourriture pour tout le monde, donc il y a une compétition d'exploitation, c'est-à-dire que voilà, tout le monde trouve quand même de quoi se nourrir. Et puis vous avez la compétition d'interférence, et là c'est un petit peu plus délicat parce que il n'y a qu'un arbre avec des baies, et puis voilà, il y a plusieurs oiseaux, donc les oiseaux vont automatiquement, d'espèces différentes, vont se bagarrer pour avoir la nourriture. Donc on appelle ça plutôt une compétition d'interférence. Voilà un petit peu pour les compétitions. Ne négligez pas cette relation parce elle est souvent évidente dans des documents, hein. Donc pensez à l'intra et à l'inter. Ensuite, on a la prédation. Alors, la prédation, vous allez... Attends, oui, on a oublié de regarder le poli. Attendez, hop, je vous passe le poli. Alors, dans le poli que je vous ai donné, c'est des photos, enfin des
des scans que j'ai fait d'un livre que vous avez au CDI qui s'appelle le guide illustré de l'écologie. Je vous conseille fortement, vous avez 2 exemplaires au CDI, d'aller le voir en couleur. Donc la compétition, vous avez plein d'exemples, voilà, c'est très ludique. Donc là, vous avez le fameux, en bas, vous avez le criquet, hein, qui est migrateur ou sa forme, il change même de morphologie. Vous avez la moitrieuse qui enlève la proie ici, qui vole la proie du pélican. Vous avez l'écureuil d'Amérique et l'écureuil gris et l'écureuil roux voilà, d'Angleterre qui se font concurrence. Là, vous avez pour la lumière, les petits, hein, voilà, bagarre pour la lumière, bagarre pour l'eau et les sels minéraux. Vous voyez, quand il y a plusieurs ici, plusieurs racines. Voilà, donc ça, c'est des petites illustrations qui sont intéressantes pour comprendre un petit peu mieux ce qui se passe. La prédation, c'est pareil. Donc la prédation, vous allez me dire, c'est évident, hein, un prédateur, un être libre qui cherche sa nourriture vivante, qui la tue. Généralement, il est plus gros, hein, que la proie. Donc, il a un gros rôle très très important de régulation. Hein. Alors, on a fait un TP en première année sur les pelotes de réjection qui permettait de savoir que mangeait le prédateur. Voilà une technique très intéressante. Voilà, les lionnes qui chassent ensemble pour avoir une proie plus grande qu'elles, hein, quand elles s'attaquent à un buffle ou autre, eh bien c'est quand même plus gros qu'une lionne. Donc elles se mettent à plusieurs. Les herbivores, attention, parce qu'il y a des élèves qui m'ont mis ça des fois en sujet. Les herbivores sont des prédateurs. Non, 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 les herbivores. Alors dans les herbivores, vous avez les phytophages, les fructivores, les granivores, hein, ceux qui mangent des graines, ce ne sont pas des prédateurs, ils prélèvent leur nourriture. Hein, donc attention à cette erreur qui peut être faite par certains élèves. On va regarder le poli qui correspond à la prédation. Donc voilà, la page 2. La prédation, ben là, vous avez le renard, la chouette, le balbuzard, la mibe même qui mange, hein, le petit protozoaire. Vous avez des animaux qui ont des accessoires comme la toile d'araignée, le piège dans un petit tunnel, le lasso, hein, une petite araignée qui lance un lasso, le poisson qui met un petit leurre devant son nez et hop, qui attrape les poissons qui viennent. Vous avez aussi des oiseaux qui plongent, hein, donc voilà, le martin pêcheur. Vous en avez un qui crache aussi, qui tue, qui accroche qui déstabilise les petits insectes qui sont sur les feuilles pour les faire tomber dans l'eau et lui comme ça il les mange. Donc vous voyez, il y a énormément de prédation. Et puis vous avez l'effet de prédation qu'on verra un petit peu plus tard dans un autre cours d'écologie. Voilà le nombre de graines qu'un pin sylvestre fabrique, et là-dedans, 20% ne sont pas viables, 1,3% vont être parasités, 2,3% sont mangés, et en fin de compte, il en reste très très peu qui vont enfin pouvoir pousser, et heureusement, parce qu'il faut à manger pour tout le monde. Donc voilà un bon exemple d'effet de prédation de graines, tout simplement. Donc on revient à notre cours. Donc on va passer à la symbiose. Alors la symbiose, on va la faire en plusieurs fois parce que c'est vraiment l'exemple qui tombe au bac, hein, entre autres, avec le parasitisme. Donc la symbiose, c'est une relation bénéfique intercellulaire. On l'appelle aussi le mutualisme symbiotique. C'est donc quand deux êtres vivants s'associent durablement et ont un bénéfice réciproque. Chacun donne quelque chose. Et celui qui est symbiote, c'est celui qui vit en symbiose avec l'autre. Voilà. Alors, il y a 3 grands exemples, hein, les lichens, les nodosités et les mycorhizes. Voilà, ça c'est obligatoire. Vous devez absolument connaître ces 3 exemples parce qu'ils tombent régulièrement au bac, hein, ça, il n'y a aucun problème. Donc le lichen, on n'a pas fait de TP, on n'a pas eu le temps, mais c'est très intéressant à voir. C'est une association d'un champignon et d'une algue, d'accord? Donc je vous ai mis un petit schéma à côté pour montrer que l'algue, elle donne bien sûr quoi aux champignons, à votre avis, puisque l'algue est capable de faire de la photosynthèse, donc elle va donner aux champignons du sucre,
issus de sa photosynthèse et de la vitamine B entre autres. Le champignon à l'inverse va lui donner une protection contre le soleil parce que je vous rappelle que le lichen n'est pas sous l'eau, hein, donc l'algue eh ben, il lui faut quand même de l'humidité, donc elle se loge entre les cellules, dans les cellules du champignon, donc du mycélium. Attention, hein, c'est pas un cep, hein, c'est les champignons mycéliques et très fins qui se trouvent dans la litière du sol. Et il lui apporte aussi de la vitamine C, des sels minéraux. Vous avez ici bien sûr l'algue qui respire, le champignon qui absorbe, puisqu'il est un hétérotrophe, donc qui absorbe l'oxygène. En échange, le champignon fabrique du gaz carbonique qui est utilisé bien sûr par l'algue. Les nodosités. Alors allez voir, hein, sur YouTube plein de petites vidéos pour vous, vraiment pour bien les expliquer. Les nodosités. Alors les nodosités ont un rôle très important en agriculture, c'est les légumineuses qui en possèdent, c'est-à-dire le luzerne, le trèfle, le soja, ont ce qu'on appelle une bactérie qui s'appelle le rhizobium. Et donc je vous ai fait un petit exemple sur le poli d'ailleurs. Les bactéries utilisent les glucides alors en échange. Alors en fait, c'est des petites boules qui viennent sur les racines. Et dans cette boule, quand vous la crevez, on fait un TP dessus d'ailleurs quand on a le temps, on la crève, on met un colorant et on voit les bactéries dans cette petite boule. Et en fin de compte, pourquoi cette bactérie vient se loger dans cette petite excroissance cellulaire qui se trouve dans les racines? Tout simplement parce que elle ne peut pas vivre à l'extérieur, il lui manque du sucre. Et le sucre est apporté par la photosynthèse de la plante, hein, le trèfle il photosynthétise, il apporte le sucre dans ses racines. Les bactéries donc s'en servent pour vivre et se reproduire. Et en échange, qu'est-ce que la bactérie va donner? Eh bien, elle a la particularité, celle-là, de fixer l'azote de l'air du sol. Vous vous rendez compte? C'est carrément, nous on ne sait pas le faire, hein, donc les plantes non plus ne savent pas le faire. Cette bactérie sait le faire et du coup donne de l'engrais gratuit aux légumineuses. Donc les légumineuses sont des plantes très recherchées en agronomie parce qu'elles enrichissent aussi à leur mort le sol en azote. Donc c'est vraiment très important. Je vais voir si je l'ai mis normalement. Voilà, donc j'avais la symbiose, donc là je vous ai mis, alors le mycorhize on ne l'a pas encore vu, normalement il y a le lichen qui doit être quelque part sur la feuille, ah voilà il est là, le lichen est ici, les petites nodosités elles sont là, hein, dans cet exemple ici à droite, le lichen vous l'avez en coupe, alors allez voir des coupes sur internet, hein, c'est magnifique, on voit les algues vertes à l'intérieur d'un mycélium, hein, c'est très beau à voir. Donc là non, c'est les mycorhizes et je croyais oui c'est ça, donc c'est le dernier exemple, donc ça on va le voir. Donc les nodosités, non je vous ai pas mis de documents supplémentaires. Les mycorhizes par contre je vous ai mis un document à la page 3 et 4 effectivement du poli, parce que les mycorhizes c'est aussi donc une symbiose entre un champignon et une racine, mais pas un cep, hein, un champignon microscopique, hein. Alors, les orchidées ont la particularité de vivre avec un mycorhize. Le pin aussi vit avec aussi un mycorhize. Donc, vous avez le cas, donc, alors c'est tellement compliqué que je vous ai fait un petit poli, donc, ici, j'espère que vous avez eu le temps de le lire, expliquant comment ce mycélium, vous voyez, en rouge, rentre à l'intérieur, entre les cellules, hein, donc des champignons, hein, voilà, ce champignon avec son mycélium rentre dans les cellules, par exemple, d'un pin ou d'un autre arbre, hein. Alors, il peut être ecto ou il peut être endo, hein, donc il peut rentrer carrément dans une cellule ou alors entre les cellules, hein, tout simplement. Donc qui apporte quoi? L'arbre va apporter bien sûr le sucre, toujours pareil, de la photosynthèse, des acides aminés, de la vitamine, et en échange le champignon va le protéger. En fait, quand ça va faire comme une sorte de gaz que vous mettez autour des racines, ça va garder l'humidité, ça va garder les éléments minéraux, ça va faire un rempart contre les polluants, ça va sécréter des régulateurs de croissance, ça va stabiliser la structure du sol. Donc ça va faire énormément de choses. Alors je me suis permis de vous le détailler dans ce poli parce que voilà, ça peut tomber aussi au bac, et si vous le savez à l'avance, ça vous permet de ne pas perdre de temps à lire un document. Et je vous ai mis aussi, voilà, alors ça peut effectivement arriver, une plante sans mycorhize, elle grandit, ok, et une plante avec tout un réseau de mycélium qui met en contact toutes les racines, pousse beaucoup mieux. On le fait aussi pour la vigne, on le fait pour les girolles, les truffes, les bouleaux, hein, donc les arboriculteurs aussi s'en servent, hein, donc je vous ai mis ici tous les exemples, hein. Voilà, on va repasser sur le cours et on attaquera le parasite.
bêtises, non, la fin des mycorhizes, j'ai peut-être encore un petit peu le temps, entre 2 espèces, et bien les fameux protozoaires qui vivent dans les estomacs, des ruminants. Vous avez les termites qui vivent aussi avec un protozoaire qui lui permet de digérer, la cellulose dans son corps. Vous avez les planaires, vous avez les algues, qui vivent aussi dans les embryons de salamandres. Voilà, donc tous ces petits exemples, vous les verrez, regardez sur internet, c'est super intéressant.